Bienvenue à tous les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration. Vous qui savez que ce n'est pas Top Chef tous les jours, mais chacun, tous comme vous êtes des top chefs dans tout ce que vous entreprenez. Et regardez ici, ce qui compte, c'est de donner le meilleur dans vos métiers magnifiques. On va vous donner toutes les billes pour plus de succès encore, plus de sérénité au quotidien dans vos établissements avec Danielle Chavant. Bienvenue, Madame la Présidente de l'UMI 38. Merci, Madame. Mademoiselle la Présidente, on dit d'ailleurs. Je revendique toujours. Non, je m'en fous. C'est mademoiselle. Je comprends. On a résisté. Gaëtane, Chou, Véro, elles sont toutes ici avec leur invité aujourd'hui. Vous êtes tous seuls comme invité, on peut tout de suite dire. Oui. On va teaser, vous êtes Christophe Charvet, chargé de tout ce qui concerne les assurances des personnes. C'est pas facile toujours de me relire quand j'écris au stylo. À la MMA, donc, et vous allez tout nous raconter tout à l'heure. On enchaîne tout de suite avec le chiffre du mois. Quel est-il? Attention, il est élevé ce chiffre, c'est 303. 303 parcs de loisirs proposent en Isère des tarifs réduits sur la plateforme CE UMI Avantage. Que ce soit pour vous ou pour vos salariés, il serait dommage de s'en priver cet été. Ces produits en Isère, que vous soyez végé ou juste gourmand, pensez aux pois chiches des Galines grâce au savoir-faire d'Étienne Charpentier à taux dur, des protéines végétales et un petit goût de noisette sublimé par une exploitation pleine de passion. Et on va tout de suite sur le feu. Et on va parler d'un nom un peu barbare qui m'est complètement inconnu, le paracommercialisme. Avec vous, Danielle Chavant, qu'est-ce que c'est ? Évidemment, tu ne connais pas parce que dans le journalisme, il n'y a pas de paracommercialisme. Mais non, on est des artistes, nous. Voilà, tout à fait. Voilà, alors c'est un sujet qui n'est pas récent. J'entendais déjà en parler mon père, mon frère, etc. Bon. Mais peut-être que dans cette période économique qui est un petit peu dure, il faut quand même rappeler que nos professions, et vous, adhérents qui nous écoutez, et merci de nous écouter, de nous regarder, ne croyez pas que vous êtes les seuls avec un chiffre qui baisse peut-être de 15, 20, voire 30. Ne vous dites pas, je ne suis pas bon, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est tout le monde pareil. C'est hélas tout le monde. Alors ça ne va pas nous aider pour nos banques, on en avait reçu récemment. Mais il faut se dire, il faut être plus vigilant. Voilà. Et le paracommercialisme, même s'il y a de la place pour tout le monde, il ne faut pas confondre paracommercialisme et concurrence. Rien à voir. La concurrence, voilà, le voisin il est meilleur, t'as qu'à te bouger ma vieille, si t'es pas bonne, tu changes, etc. Il ne faut pas critiquer ou râler pour rien. Bon. Non, le paracommercialisme, ce sont des choses qui arrivent sur le marché, pas toujours... au départ, pas forcément avec une volonté de perversité ou de... Voilà. Par exemple, on va parler au niveau des communes, par exemple, les festivals, les buvettes du rugby, toutes ces choses qui existent et qui n'en ont pas l'air, mais qui, à force, d'une façon récurrente, portent préjudice à la petite auberge, au petit café, au petit hôtel. Alors, je ne parlerai pas des Airbnb parce que ça, on se le garde pour une prochaine fois. Mais toutes ces choses, il faut qu'elles soient au moins bien réglementées, avec des licences, il y a de l'alcool, elles ont droit à un nombre de fois. Toutes les questions, vous aurez bien sûr des réponses en nous appelant. Mais voilà, il faut être vigilant et je m'adresse aux maires, même s'ils n'ont pas accès, mais remontez cela à vos maires. Souvent, ils ne le font pas, ils ne le laissent pas faire par volonté négative, mais par méconnaissance du sujet. Il faut dire aux maires, attention, voilà la réglementation, etc. Ça, c'est tout ce qui est commune et événements festifs, la foire à la saucisse et à la Saint-Jacques et compagnie. Oui, et puis des fois, tout simplement aussi les organisateurs de festivals, les maires et compagnie se disent « oui, c'est simple comme ça, on met une buvette », enfin voilà. Et ne perçoivent pas en fait que le resto d'à côté, le petit bistrot d'à côté, lui, il a 1 millier de règles à respecter et que c'est peut-être pour ça qu'il ne fait pas, mais qu'il ne fait pas certaines choses. Et là, ils se disent pourquoi lui, il ne fait pas, on pourrait faire comme ça et ça sera bien. Et du coup, ils s'enlèvent toutes les règles, toutes les contraintes. Et voilà. Donc ça ne part pas, comme vous disiez, forcément d'un mauvais sentiment. Mais voilà, s'il y a des règles, c'est qu'il faut les respecter. Alors, donc cela, on fait le tour. On va d'ailleurs on fait généralement des journées d'information au secrétaire de mairie pour les alerter sur tous ces sujets. Non, nous, les gros sujets, c'est surtout
toutes ces grandes distributions, etc., dont un que j'ai un petit peu en obsession, c'est Picard, par exemple. Okay. Picard, tout le monde fréquente Picard, pas moi, mais je sais que ça existe, surtout pour ce genre d'événement. Les surgelés. Voilà, entre autres, puis il paraît qu'il y a de l'alcool aussi. Je ne sais pas si quelqu'un le confirme. Il y a du vin, pourquoi pas. Ah, à Picard. Oui, parce qu'il faut le congeler, le vin, d'accord. Alors voilà. Donc, ces braves gens ont eu l'idée maintenant de faire le café Picard. Donc, tu passes, tu achètes toutes les petites choses congelées, surgelées, je ne sais pas comment ça s'appelle, à 5 TVA, normal, 5, okay. Puisque ça ne va pas être consommé, c'est congelé, il y a une chaîne et des réglementations, etc. Et tu as un micro-ondes, il y a des tables, des chaises et un distributeur de boissons. Donc, tu t'installes, tu fais ton truc, tu bois ton petit coup, tu discutes avec les copains, les petites copines du boulot. Donc, ça devient des substituts de petits restaurants. Et ça c'est grave. Pourquoi ? La limite, pourquoi pas ? Si, parce que leur TVA est à 5,5 et le petit café qui fait son plat du jour à côté, parce qu'il est obligé de le faire, autrement, on sait que la consommation d'alcool a baissé, etc. Donc, ils ont tous fait un plat du jour. C'est pas que pour dire, tiens, allez, on va faire de la restauration, c'est parce qu'il faut compenser le chiffre. Donc, et puis on s'assoit, il y a un vrai service, il y a le bonjour, il n'y a pas la borne qu'on trouve maintenant dans certains endroits. Voilà, il y a de l'humain. On en reparlera. Voilà, on en reparlera, c'est sur le feu, là aussi. Et conclusion, ces gens, c'est malhonnête. Eux, c'est malhonnête. Parce que le plat du jour, c'est 10%. C'est 10%, voilà. Donc, l'État perd, et j'en reparlerai tout à l'heure avec les tickets restaurants. J'ai écouté ce matin qu'il faudrait 4 ou 5 milliards, là, rapidement, parce que nous allons très mal sur le plan national. J'ai d'appeler, dire coucou, allez récupérer un petit peu, là. Donc ça, je parle de mon Picard. Alors après, il y a un sujet dont il faut que je parle, mais ça m'ennuie parce que j'aime bien mes amis boulangers. Mais les boulangers ont piqué 33% du snacking aujourd'hui. Alors là aussi, ils se sont situés au moment du confinement parce que nous étions fermés 9 mois et demi. On a été les seuls. Il paraît qu'on ne servait à rien, donc on nous a fermés. Donc les boulangers, eux, qui sont importants, qui sont au départ des boulangers, ont fait du pain. Un boulanger nous disait récemment, très compétent, que après-guerre, le Français mangeait 1 kilo de pain par jour. Aujourd'hui, il est à 70 grammes. Pourquoi pas ? C'est tout à fait son droit. Mais le pauvre boulanger, il a bien fallu aussi qu'il rééquilibre. Donc, il est parti dans le snacking et qui correspond aussi. On sort du boulot, on prend 10 minutes parce qu'on veut partir à 4 heures et non plus à 6 heures. On va rentrer, on se prend un petit truc, une petite quiche, un petit sandwich, tout va très bien. Mais je ne me donnerai pas d'une façon aussi affirmative, mais je pense aussi qu'il reste 5,5 avec cette TVA. Pas non plus parce que c'est malhonnête, c'est parce que c'est dans la machine. Alors que théoriquement, tout ce qui est vendu en boulangerie, les sandwichs, les pizzas, les quiches et compagnie, les salades, doivent être vendus à 10%. Mais beaucoup de boulangers, par méconnaissance, pas par malhonnêteté là encore, vont appliquer 5,5 dans la mesure où les gens vont emporter, alors que ce sont des produits qui sont à 10%. On peut même trouver davantage carrément des plats cuisinés aussi. Oui, bien sûr. Même parfois dans des bocaux, peut-être fraîches, mais vendus en bocal. Tout à fait. Donc un pot-au-feu vendu dans une boulangerie, bon, je sais, peut-être chacun son métier, mais après les choses évoluent, les besoins aussi, mais pas la réglementation, on doit être réglo, c'est ça. Et au-delà de cette réglementation, il y en a une qui est essentielle, c'est que tout lieu recevant du public, dont eux, puisqu'ils ont des terrasses maintenant vraiment très organisées, il faut au moins des toilettes. Et ce n'est pas toujours le cas. Pas du tout, bien sûr. Pas du tout, entre autres. Alors, il faudrait quand même qu'on remette l'église au milieu de du village. Voilà. Alors ça, je la ferai très vite, mais on ne peut pas ne pas parler des tickets restaurants, qui devraient s'appeler tickets alimentaires, comme le dit notre président, puisqu'aujourd'hui, depuis le confinement, on a perdu plus de 3 milliards, qui est resté à la grande distribution, au confinement toujours. Monsieur le grand ministre de l'économie brillantissime, le maire, a dit on le donne à la grande distribution puisque, bref, les restaurants ne peuvent pas. On ne l'a jamais enlevé à la grande distribution. Donc, et je comprends avec l'inflation, je comprends qu'on utilise son ticket restaurant au lieu d'aller au resto le soir à midi, d'aller chez Intermarché ou Auchan faire ses courses. Nous, on respecte tout, mais on veut être tous égaux devant la loi. Voilà. Et là aussi, je parle de ma TVA, parce que le ticket restaurant, à midi, tu vas avec ton ticket restaurant, c'est 10% au restaurant que nous reversons à l'État de TVA.
La grande distribution, c'est toujours 5,5. Donc, il y a une... Voilà. Et donc, l'État se prive de 4,5 points de TVA. C'est ça qui est incroyable. Et surtout de l'argent qui est donné, du coup, alors que c'était de l'argent qui était réservé aux restaurateurs, de l'argent qui est donné à la grande distribution, qui en plus n'en a strictement pas besoin. Pour eux, c'est une goutte d'eau. Donc en fait, c'est quelque chose qui est complètement ridicule et qui fait perdre de l'argent à l'État, qui fait perdre de l'argent aux restaurateurs et qui en plus une mesure qui était censée être temporaire, qui devient une mesure définitive. Voilà. On comprend bien. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour cette mise au point. Eh bien, tout de suite, on va parler fidélité, fidélisation. Ça fait du bien aussi avec notre invité. Encore, je ne sais pas toujours si on est fidèle à son assureur. Les Français changent souvent d'assureur, non? C'est vrai. Et voilà. Alors, vous, Christophe Chargé, MMA. Alors, vous n'êtes pas un combattant, mais quand même. Charvet. Charvet? Qu'est-ce que j'ai dit? Chargé. C'est pas possible, ça. Chargé. Mais il est chargé. Un peu chargé. On va y arriver. On va faire une pause après, d'ailleurs. C'est une de nos prochaines émissions. La solution de fidélisation avec le plan épargne entreprise. Alors, en quoi ça consiste? C'est à vous qui êtes, alors je vais au moins dire correctement votre mission, vous êtes agent général d'assurance spécialisé dans les personnes. C'est ça. En fait, je vais vous décevoir parce qu'en fait, l'épargne salariale, quand on parle de fidélisation, on pense au profit de ses salariés. Moi, ma cible privilégiée, c'est le dirigeant, le chef d'entreprise, et lui montrer que s'il a la chance de faire du résultat, d'avoir de la trésorerie et une disponibilité de cette trésorerie, plutôt que payer de l'impôt, c'est de capter une partie du résultat et de se l'affecter sur un régime d'épargne personnelle qui lui permet à court terme, 5 ans ou à long terme, âge légal de la retraite, de récupérer l'intégralité sous forme de capital net non imposable. Donc le but, c'est de faire de la rémunération différée dans le temps, qui est totalement défiscalisée, non chargée, non imposable. Et au-delà de ça, dans le cadre de la politique financière et sociale qu'il souhaite développer dans son établissement, c'est de dire je peux effectivement en faire bénéficier l'ensemble de mes salariés, mais dans un environnement financier entièrement maîtrisé. Parce que si le dirigeant n'a pas la maîtrise des enjeux financiers, ça risque d'être compliqué. Donc le but, c'est que si on veut que ce soit une solution et en aucun cas une contrainte financière, c'est d'avoir la maîtrise du dispositif qui est mis en place. Sachant que ce n'est pas un contrat, c'est vraiment un outil. Et l'outil permet effectivement de capter des sommes, alors pour faire simple, sur un applicatif basique de versement volontaire boosté par de l'abondement, qui est le versement de l'entreprise qui est défiscalisé et non chargé. Sur un applicatif simple, il peut chaque année capitaliser à son profit 15 360 € par an et par participant. Mais le dispositif s'alimente de différentes manières et que si on utilise tous les leviers à disposition, il peut au maximum capitaliser jusqu'à 87 450 € par an et par participant. Wow, okay. Ça vous montre qu'on a un outil qui a des marges de manœuvre financières extrêmement larges. Et quand on veut que ça soit une solution et pas une contrainte, c'est de dire avant chaque clôture de bilan, on fait un focus sur l'état économique de l'entreprise. On se dit, chouette, il y a du résultat, il y a de la trésorerie, j'ai envie, je fais. A contrario, il y a eu d'autres investissements, il y a eu le Covid, j'ai pas envie, je fais un pass, aucune obligation. Solution, pas contrainte. Voilà. Donc le but, c'est pour un chef d'entreprise, par rapport à d'autres solutions, il faut savoir que l'épargne salariale, c'est pas unique ni magique. Mais ça peut être suffisamment pertinent si tant est que ce soit bien compris, maîtrisé, utilisé. Et donc, c'est de pouvoir effectivement faire de la rémunération défiscalisée, non chargée, non imposable, si tant est qu'on est à même de pouvoir décaler sa perception au plus tôt à 5 ans ou au plus tard à l'âge égal de la retraite. Voilà de manière très simple ce qu'est l'épargne salariale. Oui. Je crois que vous avez, au sein de votre entreprise, vous utilisez ce dispositif. C'est comme ça que j'ai connu Christophe il y a quoi, 15 ans, non? Alors, Daniel, c'est pas un bon exemple. Mince, super. C'est pas nouveau. Merci. Qu'est-ce que vous allez nous apprendre? Parce qu'en fait, j'étais venu pour Daniel, et Daniel l'a pas fait pour elle, elle l'a fait pour ses salariés. Donc là, elle était vraiment dans une logique sociale. T'as l'air surprise, toi? Non, pas du tout. Non, je dis du fait qu'il a dit que c'est pas un bon exemple, mais si, quelque part, oui. Évidemment. Là, on rentre réellement dans la politique de rémunération, de fidélisation, dans un système... Ouais, mais moi, excuse-moi, bien sûr, c'est la trame de ton argumentaire. Moi, c'était vraiment pour leur apprendre
Épargner. Voilà. Parce que ça aussi, on a des métiers un petit peu où le salarié voit le client qui dépense souvent beaucoup d'argent pour un événement ou autre chose. Il dit, ouais, moi, alors, ce qui est le pire, c'est les saisons, mais on n'en parle pas. Donc, ils bossent, ils ont des beaux salaires, et je crois qu'on peut être fiers des salaires que nous avons aujourd'hui, avec la convention collective que nous avons. Mais souvent, tu l'entends toujours, ouais, machin et tout. Moi, mon chef, aujourd'hui, quand il a construit sa maison, je m'excuse, mais c'est pour montrer quand même qu'il faut... L'intérêt du process. La puissance, quand il a posé sa première pierre, sa fondation, c'est un soir d'hiver, il me dit, mademoiselle, vous voulez venir voir? Je lui dis, oui, c'est où? On prend la voiture, je dis, t'as rien de plus glamour, là, avec le froid et tout. Bon. Il m'a dit, parce que je veux que vous veniez voir, c'est grâce à vous. C'est une image, mais ça l'a forcé et ça lui a permis de payer sa première, au bout de 5 ans, voilà. C'est beau. Il n'aurait pas épargné. Voilà, je le dis, c'est pas du tout pour me ramener quelque chose, mais pour dire à nos adhérents, il faut y réfléchir. On n'est pas obligé de mettre une grosse somme. Et puis eux, ça les oblige aussi à abonder. C'est ça. Donc de 30%, c'est ça, hein, non? En fait, le système, c'est une démarche personnelle, volontaire et facultative. Ça veut dire qu'à la base, il faut s'investir personnellement, donc sortir son argent de poche qui a été fiscalisé. Et là, l'employeur va faire un versement complémentaire qui s'appelle de l'abondement, qui va de 0, alors là, il n'y a aucun intérêt, évidemment, jusqu'à 300%. C'est-à-dire que quand on met 100, on capitalise 400, sur lequel va s'ajouter des intérêts selon les supports utilisés en matière de capitalisation. Donc, en fait, en 42 ans, je n'ai jamais vu un système qui, sans rien faire, me permet de multiplier par 4 ma mise de fonds initiale et de récupérer en totale exonération d'imposition. Et quand on parle de 5 ans, bloquer 5 ans par versement, le législateur a prévu effectivement des cas de déblocage anticipés, notamment l'acquisition d'une résidence principale. Il y a plein d'événements à titre personnel qui permet, avant les 5 ans, de récupérer la totalité nette non imposable. D'accord. Oh, c'est bien. Voilà. Et j'insiste vraiment, parce que, pareil, donc on a travaillé ensemble, Christophe, quand j'avais mon établissement, c'est pour tout type d'établissement, d'accord? C'est pas quelque chose qui est réservé à un établissement qui peut être haut de gamme, etc., etc. Dès lors que vous avez une trésorerie qui le permet, financièrement, vous pouvez avoir accès à ce type d'outils. Et effectivement, se dire, cette année, allez, on y va. Et moi, je me souviens avoir vu mes salariés leur proposer, mais moi-même, j'étais presque un peu, surprise de ce que cet outil permettait, et de leur dire, voilà, aujourd'hui, on vous offre l'opportunité d'avoir une cagnotte. Considérez ça comme une cagnotte. Est-ce que c'est propre au CHR ou pas? Non. Alors, c'est propre à les entreprises. Tout chef d'entreprise. Sauf que ça se faisait jusqu'à présent peu dans nos métiers, en fait. La fidélisation autour de ce type d'outils se faisait peu, quand même. Moi, ça m'a été présenté par une franchise de coiffeur. Alors, pour vous dire, et pour le coup, de pouvoir présenter ça à ses salariés en disant, OK, si vous partez au pot commun, on y va aussi, on y va avec vous, et quand ce sera le moment, ce sera pour vous, et c'est vraiment une démarche de l'entreprise et de fait du chef d'entreprise, c'est quand même aussi saluer l'appartenance à l'entreprise dans laquelle on travaille. C'est le sens de l'entreprise, c'est fait. Exactement, et la mise en œuvre, elle est rapide. Il ne faut pas s'imaginer qu'on est sur des dossiers comme ça, une usine à gaz, c'est rapide. Enfin, je me permets, Christophe, mais c'est vraiment très simple. Et si l'année d'après, c'est un peu plus complexe, on ne fait pas. On ne fait pas. Ouais. Et on peut aussi expliquer de fait à ses salariés. Oui, on peut suspendre. Oui. En fait, ça ne veut pas dire on arrête tout. En fait, pour comprendre, la mécanique fonctionne par un versement volontaire. S'il n'y a pas de versement, il ne se passe rien. En fait, l'entreprise ne vient qu'en complément. Ok, c'est ça. Voilà. D'accord. Et donc, pour rebondir sur ce que disait Chou, au niveau de la taille d'une entreprise, je serais tenté de dire que mon cœur de cible ou ma cible minimaliste qui optimise le process, c'est je suis gérant d'une entreprise, j'ai un salarié. Ce salarié, c'est mon conjoint, ma concubine. On est que 2. Tout ça pour vous dire qu'on est 2 dans une entreprise qui fait 170 000 de résultats. Si j'utilise au max le dispositif, je ne paye plus d'impôts. C'est hallucinant. Okay. Voilà. Et vu que c'est un outil et pas un contrat, il s'adapte sur des structures de holding, il s'adapte sur des structures de SCI pour faire de la défiscalisation sur du revenu locatif. En fait... Surtout. Il faut juste le savoir. C'est pas mal, hein, Enfin, c'est vraiment... un bel outil.
Enfin, il y a peu de gens qui communiquent. Et moi, pour juste comprendre le pourquoi du comment, en 2001, Fabius a eu la bonne idée d'ouvrir l'épargne salariale aux dirigeants. À l'époque, comme son nom le dit, c'était fait que pour les salariés. C'était De Gaulle qui l'avait initialisé. Et à partir de 2001, tout dirigeant, quel que soit le statut social, si tant est qu'il ait au minimum un salarié, c'est la condition sine qua non, a accès au process. Et je me suis dit, plutôt que de vendre du Madelin, de l'article 83, enfin, des solutions qui sont très pertinentes pour le gestionnaire au détriment de l'épargnant, et j'ai les moyens de le démontrer, c'était de dire, c'est pas unique ni magique, mais il faut y aller. D'accord, eh bien, parfait. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir présenté ce dispositif. Merci de votre invitation. Merci, avec grand plaisir, et vous revenez quand vous voulez. Voilà. Allez, tout de suite, on passe au vestiaire avec Véro. Déjà, c'est pas la peine. Véro est toujours aussi ravissante. Vous êtes très belle d'ailleurs. Elle est passée par le vestiaire. Voilà, exactement. Alors, quelles sont les obligations en matière de vestiaire? De vestiaire. Alors, il faut savoir que quelle que soit la taille de l'entreprise, l'employeur doit mettre à disposition à les salariés des mesures pour assurer leur propreté. C'est-à-dire qu'il faut des vestiaires, des lavabos et des cabinets d'aisance. Les cabinets d'aisance sont les toilettes, mais dans les textes d'aisance. C'est charmant. Et donc, en fait, voilà, cabinet d'aisance. Le Code du travail parle de cabinet d'aisance et non pas de toilettes, mais on parle bien de toilettes. J'y penserai la prochaine fois quand j'irai au cabinet d'aisance. Voilà. Je précise parce que comme je vais détailler tout ça, je vais parler que de cabinet d'aisance. C'est plus simple pour moi. Donc, il faut savoir que pour le personnel mixte, on doit avoir des cabinets d'aisance, donc des vestiaires séparés, des vestiaires sens large séparés pour le personnel masculin et féminin. C'est la base. Attention, le non-respect d'assurer pour le personnel des vestiaires, des lavabos et des cabinets d'aisance, le non-respect de cette prescription du Code du travail, c'est quand même du Code du travail, implique derrière des poursuites avec des amendes administratives et tout ce qui fait. Donc, je veux bien détailler. Des cabinets d'aisance à destination des professionnels. Vestiaires et lavabos. Du grand public. Parce que... Non, pour les travailleurs. Pour les travailleurs, voilà. Donc, le Code du travail dit, si vous ne respectez pas ce que je vais dire par la suite, vous pouvez avoir des amendes. Donc, c'est quand même très, très réglementé. Donc, les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux spéciaux, isolés des locaux de travail et de stockage, et placés à proximité du passage des travailleurs. Ces locaux si les locaux sont installés dans les locaux séparés, la communication de ceux-ci doit pouvoir s'effectuer au travers de locaux de travail et de stockage sans passer par l'extérieur. Donc, il y a les deux notions, locaux séparés et pas à l'extérieur. Donc, on ne sort pas du restaurant ou de l'hôtel pour aller au cabanon ou à l'annexe qui est dehors pour aller se changer. Question de propreté, tout ça. C'est une des choses. Donc, le sol et les parois de ces locaux doivent pouvoir être nettoyés de façon très efficace. Donc, pas de peinture acrylique, on va faire les choses en bonne et due forme. Les locaux des vestiaires collectifs doivent être convenablement, bien sûr, aérés et chauffés, puisqu'ils s'enlèvent les affaires pour se changer. Oui, mais parfois, ce n'est pas si évident pour certains. Donc, je préfère préciser. Certains professionnels. Tu as raison. Voilà. Il y a une couleur pour les toilettes, non? Rose, vert, bleu? Non, quand même pas. N'exagérez pas. Donc, bien sûr, ils doivent être en état constant de propreté. Et là, on en vient. Si les travailleurs sont obligés de porter des vêtements de travail spécifiques, donc, le vêtement de travail spécifique, on va parler des tenues professionnelles, notamment de cuisine. Et là, je vous renvoie, si vous en savez un petit peu plus sur ça, je vous renvoie à notre émission du mois d'août 2025. Donc, s'il y a effectivement des vêtements spécifiques, l'employeur doit mettre des vestiaires collectifs à disposition avec des sièges, des armoires individuelles permettant de suspendre deux vêtements de ville, avec une serrure ou un cadenas. Et bien sûr, ininflammable. Donc, les vestiaires en bois, non. Si les travailleurs ne sont pas obligés de porter des vêtements de travail spécifiques, à ce moment-là, l'employeur peut mettre à disposition un meuble avec du rangement sécurisé dédié pour le personnel, pour les effets du personnel et placé à proximité du poste de travail. Il y a la notion de pouvoir, et c'est important, le meuble de rangement sécurisé, c'est important parce que là encore, par expérience, j'ai des employeurs qui m'ont appelé, qui m'ont dit, oui, voilà, alors ma serveuse, elle m'a dit qu'elle avait posé son sac dans un coin et qu'on lui a volé son portable, qu'on lui a volé son argent. Et voilà. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, vous êtes responsable parce qu'effectivement, vous n'avez pas mis à disposition un endroit sécurisé pour ses affaires personnelles. Effectivement, on jette le sac et puis voilà, il y a du vol. Il faut faire attention à ça.
Bon, les lavabos, ça va être très rapide, c'est un lavabo pour 10 salariés, quand c'est important. Et j'arrive au fameux cabinet d'aisance. Ah. Donc, les cabinets Et pas les d'aisance... toilettes, comme vient de dire Daniel. Donc, les cabinets d'aisance pour le personnel, pour les travailleurs, doivent être séparés du personnel féminin et masculin. Il faut à minima un cabinet d'aisance avec un lavabo à l'intérieur. Et Avec un lavabo. Un lavabo, un point d'eau, on appelle ça plutôt un point d'eau. Et pour le cabinet d'aisance réservé aux femmes, il faut bien sûr avoir un récipient avec garniture périodique. Les cabinets d'aisance... Non, mais il faut... C'est une réalité, Daniel. Continue, Véronique. Nous t'écoutons sur les cabinets d'aisance. Pour les Yel, ça suffit. Pour les Yel. Ça suffit. Voilà. Donc je continue. Cabinets d'aisance sont bien sûr aménagés de manière à ne dégager aucune odeur. Ils doivent bien sûr être aérés, équipés d'une chasse d'eau, pourvus de papier hygiénique constamment. Dégager aucune peut pas odeur. prendre papier journal Mais donc comme à la avec campagne, avoir des tu sais. produits qui permettent de masquer les odeurs alors. Si... Oui. Eh oui. Ah oui. Et c'est parfois l'odeur est encore plus désagréable que. Bon, voilà. Bref. Ne doit pardon, dégager. Alors là, si tu me dépasses, ça va pas le faire. Toi, je crois. On fera toi, une, vas-y. une autre émission Je sur sais les pas produits si j'y chimiques. arrivais. Donc, pourvu de papier hygiénique, constamment, bien sûr, et des portes pleines, munies d'un dispositif de fermeture intérieure, décondamnable de l'extérieur. Donc, les petits verrous que l'on voit, non. Vous savez, parfois, dans certains, les petits verrous comme ça à l'intérieur, c'est interdit. D'accord. Bien sûr. Voilà. Quand la perle passe le week-end dedans, oui. Et voilà, ça a l'air comme ça très logique, mais quand je me rends compte que le Code du travail vous fait 5 articles pour bien préciser les choses, je crois que il s'est passé quelque chose. C'est Hein. qu'il y a C'est pas forcément. pour rien Et que le oui. Code du travail soit aussi précis. Bien sûr que les cabinets d'aisance ont des matériaux qui doivent être imperméables, permettant un nettoyage efficace. On ne sait jamais. Et là, heureusement pour nous, c'est que, oui, c'est pour vous faire plaisir, Daniel. Non, les dispositions du Code de travail n'interdisent pas que les cabinets d'aisance et les urinoirs que les employeurs mettent à disposition pour la clientèle soient également pour les salariés. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, peut se dans nos substituer. restaurants, contrairement aux boulangeries, dans nos restaurants, puisque nous mettons à disposition des toilettes qui sont conformes, on a des toilettes hommes, femmes, handicapés, avec du papier, nettoyé constamment, enfin, ce que le travailleur est en droit d'avoir, comme nous le mettons à disposition, on ne nous interdit pas que le travailleur aille dans ces toilettes-là. Ah oui. D'accord. Donc, il ne restera plus c'est que pour le conforme. restaurateur à avoir un vestiaire avec effectivement, avoir un vestiaire effectivement des petites armoires sécurisées. Et on enlève la grosse problématique des toilettes pour le personnel Parfait. dans nos établissements. Il y a beaucoup d'établissements où c'est des toilettes mixtes pour le public. Donc on sait que celle-ci, ça ne sert pas. Puisque... Ah, ça marche. Oui, Mais mais si je... même... mixte. Mix. Ah non, il y a juste un cabinet un cabinet d'aisance pour le public. non, là il faut S'il y en a un, un voilà, pour donc les là, hommes ça et un marche pour pas. les femmes. Oui, Ça ne marche et pas oui. pour les salariés. Parce qu'on a Et oui. c'est plus obligatoire pour les restaurants maintenant. Alors, on en parlera en off. Parce que je d'accord. veux bien, mais ça va prendre du temps. c'est ça. Justement, là-dessus, il y a Et pas c'est mal bientôt le d'argumentations. rôle de Véro, Daniel, vous d'ailleurs. en parlez en off avec Véro. Les veux rien autres, savoir, vous je ne pouvez veux appeler rien Véro savoir. Et vous aurez, ou ça sera l'objet d'une Mais prochaine il en faut- chronique. Mais il en faut, quand on a du personnel, il faut 2 cabinets d'aisance. Bien sûr. Et D'où oui, la grande c'est ça. problématique. D'accord. Donc, comme on ne remplit On pas, s'étonne qu'il y a un pourquoi seul on embauche cabinet plus d'aisance dans un de- restaurant, on ne remplit pas l'obligation du ça. Code du travail, Oui, il faudra en faire un deuxième. exactement. Voilà. Eh bien, avant d'aller au cabinet d'aisance, bientôt, on a encore 2 rubriques. Donc, la question 2, tout de suite, avec Gaëtane. Mon collègue d'à côté ne va pas bien. On ne parle Ouais, pas ni de Véro c'est ni ça. de Daniel. C'est Mais c'est un vrai restaurateur, sujet qui se soucie de la santé mentale de son voisin d'à de côté. son collègue. De son collègue qui a lui aussi un resto. Et Enfin, son il se confrère. dit, oui, son confrère, et qui dit vraiment, je vois qu'il va pas bien, psychologiquement, on entend. Hein. Et il se demande ce qu'il peut faire pour lui et vers qui il peut l'orienter. Voilà, cette souffrance du chef d'entreprise qui peut être due à une souffrance économique également et que tout s'enchaîne et que du coup, on n'arrive plus rien à gérer. Alors, il y a une association qui s'appelle APESA, qui est l'association d'aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë.
Voilà, donc on est vraiment dans le sujet. Voilà, donc c'est un dispositif, donc c'est un soutien psychologique gratuit qui prend en compte un dispositif d'un réseau de ce qu'ils appellent les sentinelles, c'est-à-dire des personnes qui sont formées à la détection de la souffrance. Donc vous avez quelqu'un que vous connaissez, un chef d'entreprise que vous connaissez qui va pas bien, qui est en souffrance psychologique, vous pouvez l'inciter à aller vers cette association. Là, il rentrera en contact avec ces fameuses sentinelles qui vont établir si en effet il y a une souffrance telle qu'il faut une prise en charge, et après prendront le relais des psychologues qui vont être mobilisés pour intervenir rapidement. Voilà. Donc c'est une association qu'on a sur tout le territoire. Il n'y en a pas en Isère, mais il y en a une dans l'Ain, donc qu'on peut mobiliser. Vous pouvez aller sur apesa-france.com pour avoir tous les renseignements. Il faut aussi dire que si vous détectez chez l'un de vos confrères ou pour vous-même une détresse psychologique qui devient une urgence, là, l'APESA n'est pas là pour une urgence vitale, quelqu'un qui va vraiment avoir des symptômes suicidaires, évidemment que c'est vers le SAMU, les pompiers, enfin les secours d'urgence habituels qu'il faut l'emmener, mais sur quelqu'un qui commence à aller mal, qui n'arrive plus à remonter la pente, cette association est une véritable aide. Et puis je rajoute que à partir de janvier 2027 sera mis en place avec notre assureur CFDP qui assure la partie protection juridique au sein de notre syndicat. Donc vous avez tous souscrit en tant qu'adhérent à l'UMI 38 cette protection juridique. Donc la CFDP va mettre en place à partir de janvier 2027 une cellule psychologique, là encore à destination des chefs d'entreprise, parce que ça devient une réalité forte, c'est-à-dire qu'on a commencé avec toute cette détresse économique qui perdure et on arrive maintenant à des situations telles qu'il est impératif de prendre en compte cette souffrance psychologique qui a souvent été balayée dans ces métiers où il faut être fort, il faut être dur, il faut tenir le coup, voilà. Mais tout le monde reste humain et qu'à un moment donné, ça craque et qu'il ne faut pas hésiter à faire appel à des professionnels sur ce sujet. Il n'y a plus aucun tabou, de toute façon, avec la santé mentale aujourd'hui. Voilà. Daniel, vous acquiescez, en tout cas. Non, mais c'est très significatif de l'état de notre profession pour qu'ils mettent en place des choses comme ça. Oui, et c'est pour le mieux, on l'espère. En tout cas, merci beaucoup, Gaëtane. Allez, on va éplucher les tendances avec Chou. Alors, et qu'est-ce qu'on épluche aujourd'hui? On épluche le bar de communauté. Qu'est-ce que c'est que ça, un bar de communauté? Eh bien, aujourd'hui... Alors, rien d'exceptionnel en soi, mais c'est quand même pour dire qu'il y a quand même des choses qui se font ou qui sont ou qui sont en tout cas mises à l'honneur. Le bar de communauté, c'est quoi? C'est juste un bar qui aujourd'hui ne se contente plus de servir uniquement des boissons. Ce sont des établissements qui cherchent à créer en tout cas des lieux de vie où, dans ces lieux de vie, il existe un intérêt commun. D'accord ? C'est une tendance qui transforme finalement le client occasionnel en client habitué et parfois même, il en devient l'ambassadeur. Alors pourquoi on crée des établissements comme ça ou recrée des établissements comme ça ? Eh bien, c'est parce que les clients restent chez eux. Voilà, parce que face à la concurrence des plateformes de livraison, du divertissement à domicile et des réseaux sociaux, certains bars se sont dit, mais en fait, comment rendre toujours aussi et toujours autant attractif mon établissement ? Eh bien, je vais en faire un bar de communauté. Un bar où on se retrouve. Exactement, en fait. C'est quoi ? C'est un lieu de rencontre, c'est un espace d'échange et c'est un point de rassemblement. Et cette communauté, elle peut se construire sur plusieurs piliers. Premier pilier, ça peut être autour d'un quartier. Alors, on pourra dire, oui, ça existe depuis tout temps. Oui, mais ça revient au goût du jour. Il faut le rappeler. En tout cas, c'est plus abouti et plus poussé. Donc, c'est vraiment le pilier de quartier. Le bar devient un point de rendez-vous, que ce soit pour les nouveaux arrivants, les habitants du quartier, les commerçants ou encore les associations locales. Ici, on cible une clientèle entre 25 à 65 ans qui recherche vraiment la notion de convivialité. On a aussi les bars autour d'une seule et même passion, où là, on rassemble des personnes qui ont un intérêt commun. Cette fois-ci, ça peut être la musique,
ça peut être la bière artisanale, ça peut être les jeux de société, ça peut être les chats. Non, mais c'est vrai. Ah, mais c'est génial. Et là, on cible une clientèle, une communauté très engagée, qui vient vraiment pour ça et qui devient une clientèle très fidèle. On a également un autre pilier qui est tout simplement l'activité, où là, on crée des lieux d'échange. Je pense aux clubs d'entrepreneurs, de freelance, les startups ou encore les télétravailleurs. Et oui, aujourd'hui, on peut créer un bar destiné à ce type de clientèle, cibler cette clientèle qui, encore une fois, est une clientèle entre 25 à 50 ans, principalement d'actifs, profession indépendante où en fait ils n'ont pas envie de rester seuls, tout simplement. Et donc ça c'est à valoriser dans le cadre d'un bar de communauté. Mais c'est pas un bar à thème. En fait, j'ai du mal à voir la différence. Non, c'est pas un bar à thème. En fait, c'est ni plus ni moins, je vais vous le dire clairement, le rôle des gens qui avaient à l'époque un bar, un vrai bar, et qui savaient faire le lien avec leurs clients. Sauf que là, on ne fait plus le lien. Ça n'est pas qu'un lien social. On va pousser et mettre le doigt sur une thématique en particulier pour dire, bah tiens, vous êtes entrepreneur, vous vous sentez seul, vous voulez rejoindre d'autres entrepreneurs et vous ne savez pas comment le faire, plutôt qu'aller sur un club, rejoignez-nous. Parce que dans ce bar-là, c'est un bar où on fédère des entrepreneurs, etc. etc. Est-ce qu'il est identifié, le bar, etc. Enfin, on enseigne. Il peut. C'est ça. C'est pas un sujet, absolument. Non, mais un repère pour que tu arrives dans un quartier, il y a un bar. Et ça correspond toujours quand même à des univers forts. Hein. Ça peut être aussi un bar de culture, quelqu'un qui a les gens qui ont des cultures communes, la culture de la montagne, la culture du jazz, ou encore la culture de gaming, tout simplement. Pour dire que le produit principal, c'est plus la boisson, c'est vraiment le sentiment d'appartenance. C'est ce qu'on vient et ça, c'est très, très important et c'est ce qu'on vient vivre. Alors, on a des exemples. Hein, ça peut être des soirées quiz si on a vraiment une clientèle qui va sur le gaming. Ça peut être des clubs de lecture. Ça peut être des retransmissions sportives. Oui. Basiquement, on n'en parle pas. Mais si vous identifiez votre bar comme un bar sportif avec des retransmissions sportives de manière régulière, non pas, on n'est pas sur l'événement ponctuel, on crée un rendez-vous récurrent. Et du coup, une fidélisation de clientèle et du coup, une récurrence de consommation et de lieu de vie. D'accord ? Et pourquoi cette tendance explose ? On l'a dit un petit peu tout à l'heure, c'est parce qu'on vit dans une société hyper connectée, en fait, où beaucoup de personnes recherchent maintenant le lien réel. Mais ces clients, ils recherchent une expérience. C'est pas affiché dans le nom, par exemple. Non, on peut presque changer et puis en avoir plusieurs communautés finalement. C'est-à-dire, bien sûr. Ici, on regarde le sport, mais il y a aussi, il peut y avoir plusieurs identités. Exactement. Ouais. Il peut y avoir, ou à contrario, travailler. On a des adhérents qui ont des bars destinés aux jeux et les gens viennent pour jouer parce que c'est intergénérationnel, parce que c'est ce moment d'échange qu'ils viennent chercher et du coup, ils consomment. D'accord. Comme un bar à Grenoble qui fait à la fois les chats et la culture japonaise. Pourquoi pas ? Les deux vont un peu, vu que ça vient de là-bas. D'identifier ce pourquoi le client vient, en fait. Okay. La boisson devient quasiment annexe, entre guillemets. On vient chercher une expérience relationnelle plutôt qu'une expérience de consommation. Alors, les avantages pour l'exploitant, c'est la fidélisation. On l'a dit, on l'a redit. Là, on est vraiment sur une communauté qui va revenir plus souvent. On a également la réduction de la dépendance à la publicité. J'entends que le client, dans la notion de devenir ambassadeur, crée cette notion de bouche à oreille qui devient un puissant levier pour votre établissement et vous n'êtes plus obligé de communiquer sans cesse sur votre établiment. Ça se fait via les réseaux aussi. Il n'y a pas que le bouche à oreille. Exactement. Ça se construit avec ça, en fait. Finalement. Exactement. En fait, c'est vraiment... la communauté, c'est un actif précieux, mais qui demande un investissement humain et financier. Mais une fois que cette communauté est créée, elle est le prescripteur de l'entreprise. Voilà. Donc, ça crée aussi des revenus plus prévisibles parce que puisque vous créez des rendez-vous réguliers, vous savez que sur ces rendez-vous réguliers, vous allez fédérer et donc vous savez que ce jour-là, tout particulièrement, vous allez générer des revenus. Et aussi, quoi qu'il arrive, une démarche de différenciation. Dans un marché qui est quand même plutôt concurrentiel, la communauté, elle est difficile à copier. On peut copier une carte de cocktail, mais on ne peut pas copier une communauté, puisque c'est nous qui la fédérons. Donc, c'est quand même intéressant à avoir dans une démarche commerciale. Les points de vigilance, pour les professionnels, c'est quoi ? C'est l'animation constante. Parce qu'une communauté, elle ne se construit pas seule, on l'a dit. Il faut programmer, il faut communiquer, il faut animer, il faut être présent, donc ça prend du temps.
Les ressources, parce que il y a vraiment cette partie organisationnelle de l'événement avec l'animation de réseau et ce besoin de création. Parce qu'on a quand même besoin toujours de proposer des choses un petit peu innovantes et qui répondent aux attentes de notre communauté. Et la rentabilité, parce que quand on crée des animations ou quand on fait appel à des intervenants, il y a le temps de préparation, il y a le personnel qu'on met derrière et la com. Et de fait, ça peut générer un coût. Donc, il faut vraiment avoir cette veille pour que, évidemment, la fréquentation soit en réponse à la rentabilité de consommation. D'accord ? Le risque d'entre-soi, qui n'est pas des moindres, c'est-à-dire qu'effectivement... Ça exclut les autres. Dans ce bar-là où il y a des chats, peut-être que je ne m'y reconnais pas et que du coup, je n'irai pas. Voilà. Enfin, c'est fait et encore une fois, et on le dit, on le redit sur les tendances, c'est l'événement qui doit être aligné à l'identité du lieu. Voilà, comme dans certaines chroniques où on dit toujours c'est une tendance, mais c'est pas pour autant qu'il faut s'en saisir. Il faut se rendre compte si ça correspond vraiment à votre établissement. Okay. D'accord ? Il y a pas mal d'établissements qui sont concernés. Ça peut être un bar de quartier, ça peut être un bar à cocktail, un bar à vin ou encore les établissements de coworking qu'on a évoqués. Et dans un marché où l'offre est partout, la véritable rareté devient l'appartenance. Le bar de communauté, on l'a bien compris, ne vend pas seulement des boissons, il vend et il crée du lien. Mais bien sûr. Alors, voilà. C'est très intéressant, Daniel. Juste rebondir très vite. On a un projet depuis un moment, et surtout avec Aura, de faire une grande journée sur la ruralité. Ouais. Et ça a tout son sens. Mais bien sûr. En fait, c'est tout. C'est ce qu'on a dit. Hein, c'est vraiment. C'était le rôle du tenancier de bar à l'époque de fédérer. Bien sûr, c'était ça. Sur un point commun. Voilà, on a certaines enseignes très connues à Trois Lettres qui ont su bien le faire autour du sport. Et c'est ça. Voilà, parce que finalement, il y avait des fidèles, on a installé un écran, ça se sait qu'on peut aller regarder le match et tout le monde y va. Voilà. En revanche, c'est pas que ça. On parlait des bars à chats tout à l'heure, c'est la spécialité même, c'est l'objet même du bar. Donc, je ne sais pas si on est vraiment là-dedans. Alors, en fait, là, ce que tu décris, c'est que là, quand tu décris le sport avec l'écran, tu as décrit des clients qui étaient là, à qui on a répondu à des attentes. Voilà. Là, c'est différent. On crée un besoin, c'est-à-dire qu'on crée un thème et le client vient. Ça n'est pas tout à fait la même chose. Oui, mais on peut s'inspirer de ça. Je sais rien. Un bar où il y a deux personnes qui sont fous des Beatles, qui en parlent tout le temps, qui arrivent avec leur t-shirt, leur machin. Ah tiens, je peux mettre une affiche là, je vais proposer une soirée tag, je vais mettre la musique ça. Une fois par mois, on va avoir ça, on va faire rencontrer les jeunes, les vieux. Par exemple, ça ne veut pas dire, là, c'est le bar des Beatles. Non, on peut aussi aller faire n'importe quoi, mais on sait qu'il y a ça. Je dis ça n'importe quoi, ça marche avec les t-shirts Nirvana, pour ceux qui aiment, parce que je sais qu'il y en a beaucoup un peu partout. Par exemple, on est là-dedans, les rocks, les métalleux, les trucs. Donc, pour ce qui est de la musique, les femmes, les jeunes mamans qui viennent avec leur petit bébé, leur petit machin, voilà, on peut se dire, là, on peut même y allaiter. C'est quoi leur machin ? Ça, c'est... Non, je veux dire... Non, je pensais du sac à langer, pardon. Non, mais voilà, parce qu'on est parfois un peu seul quand on a un nouveau-né, on arrive, on est... voilà, ça fait partie... Non, je parlais du matos. Voilà, par exemple, là, on est toutes là, on se rassemble, on se connaît. Et c'est... D'accord, ok, donc j'ai compris et c'est vachement bien. Voilà, parfait. Saisir un truc à Beatles, ça serait marrant, ça. Non, je sais pas, ça n'existe pas forcément. Mais oui, allez, il faut le faire. Et ben voilà, on va tous se réinventer, pourquoi pas. Et bien ça y est, c'est terminé pour le mois d'août. Et bien vraiment, merci beaucoup pour ces très très bonnes idées. On espère évidemment que l'été se passe au mieux pour vous. On se retrouve en septembre. Et oui, déjà, profitez-en. Et oui, à très vite. Occupé. Merci de patienter.